Pourquoi elle était dans tous ces états? Pourquoi elle pleurait? Pourquoi on la tenait pour la faire sortir? Pourquoi elle avait cette difficulté de marcher? J'ai pas compris, en fait. J'étais paniquée. Je tremblais. Je me disais, comment on peut me tenir les jambes comme ça? Dans ce dernier épisode de la saison 3 d'Inspiration, vous allez entendre le témoignage de Maïmouna, une jeune femme originaire de Guinée. Enfant, elle a subi une excision. L'Organisation mondiale de la santé définit les mutilations génitales féminines comme des interventions qui modifient ou endommagent les organes génitaux externes de la femme, pour des raisons non médicales. Certains passages de cet épisode peuvent être difficiles. Maïmouna y raconte des faits douloureux, mais sa parole est essentielle. Elle permet de mieux comprendre une réalité encore trop répandue et surtout, elle donne la voix à celle qu'on entend rarement. Bonne écoute. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. Merci Maïmouna de venir aujourd'hui témoigner dans Inspiration. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est assez intime. Mais peut-être avant ça, est-ce que tu peux me dire comment tu te sens aujourd'hui et comment tu te sens de parler donc de l'excision? L'excision, c'est pas un sujet dont j'ai envie de parler tout le temps. Parce que voilà, c'est un sujet pour moi un peu sensible. Mais voilà, je suis bien pour le moment. Oui, pour discuter avec toi. Et merci encore vraiment. Est-ce que tu pourrais me dire quand est-ce que ça s'est passé, l'excision, et dans quel contexte ça s'est passé? Moi, j'ai été excisée à l'âge de 7-8 ans en Guinée avec des personnes de ma famille. C'est quelque chose que, pour moi à l'époque, qui était normal. Je peux pas expliquer dans les détails peut-être comment ça se passait parce que j'étais petite. On parlait de l'excision, mais je savais pas non plus c'était quoi au juste. Donc c'est juste le mot excision que je connaissais, mais je savais pas c'était quoi les conséquences. Ça consistait déjà à faire quoi. On nous disait que c'est un jour spécial, que c'est une très grande étape pour une femme, pour être une femme. Et on sait que pour les petites filles, on a hâte de faire certaines choses pour qu'on nous dise enfin tu es une femme. J'étais pas conscient vu que je ne savais pas ce que c'était quelque chose qui allait être douloureux. J'étais joyeuse ce jour-là avec mes 2 cousines. On avait toute l'attention était sur nous, donc c'était agréable avant que ça se passe. Ce jour-là, moi, ma mère n'était pas là, mon père non plus, et ce sont mes tantes et les femmes de mes oncles paternels qui étaient là. C'est elles qui ont organisé tout ça. Arrivé sur place, on nous a juste expliqué, comme mon père est le benjamin de la famille, qu'on allait passer par ordre par rapport à l'âge de nos pères. Il y a ma première cousine qui est passée, elle est ressortie et je vois à sa tête, à sa démarche, j'ai pas compris, en fait. Pourquoi elle était dans tous ces états? Pourquoi elle pleurait? Pourquoi on la tenait pour la faire sortir? Pourquoi elle avait cette difficulté de marcher? Et l'autre est passée. Elle aussi est ressortie. Elle était dans le même état. Et là, j'ai paniqué. Il y a eu beaucoup plus de peur pour moi parce que j'ai vu les 2 autres sortir et que je devais rentrer. Donc, du coup, je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur. Mais j'ai commencé à me dire que c'est pas une fête, parce que si c'est une fête, elle devait ressortir toute contente. Je ne sais pas si j'ai des mots pour expliquer franchement dans quel état je suis, mais à chaque fois que j'ai une peur, je ressens la même chose. Avoir l'impression d'avoir froid, très froid,
alors que il faisait chaud. Je rentre et on me dit de venir me coucher. Ces personnes, ce sont mes tantes. Ce sont des personnes que je connais. Je regardais leur taille. C'est comme si elles étaient, elles ont grandi plus que moi d'un coup. C'est comme si tous leurs gestes étaient bizarres par rapport à l'habitude. Elles criaient pas sur moi. Elles essayaient de me parler doucement, mais je les trouvais trop géantes. Et du moment qu'on me tient les jambes, je saurais pas expliquer. Je peux pas dire aujourd'hui qu'au moment de mon excision, que j'ai ressenti la douleur. Pourtant, je n'étais pas anesthésiée. C'est comme si j'étais ailleurs. Le fait qu'on tient mes jambes, c'était ça. Je me concentrais sur ça. Mais ce qui se passait au niveau de mes parties intimes, je savais pas c'est quoi. J'étais très timide. Je détestais que quelqu'un regarde mes parties intimes. Le fait que là, quelqu'un veut absolument regarder là-bas, j'ai pas vu cette personne. Je me disais, comment on peut me tenir les jambes comme ça et que j'arrivais pas à me défaire. La Guinée est le 2e pays au monde le plus touché par l'excision. Pourtant, depuis 2000, une loi sur la santé de la reproduction condamne pénalement les mutilations sexuelles féminines. Mais dans les faits, les sanctions sont rares. Les mutilations génitales féminines sont souvent justifiées par des croyances culturelles profondément ancrées. Certaines communautés considèrent que l'excision est nécessaire pour préserver l'honneur familial, garantir le mariage de leurs filles ou pour une question d'hygiène et de pureté. Cette pression sociale est très forte, poussant les familles à se conformer à ces traditions. Maïmouna a subi une mutilation de type 1, l'ablation partielle du clitoris. Après, ça s'est passé et jusqu'à présent, l'odeur du sang et tout ça, c'est quelque chose qui me dérange parce que c'est à partir de là que j'ai l'impression d'avoir senti l'odeur du sang. Pourtant, je me blessais, je courais, j'avais des coupures quelque part, mais c'est à partir de là que je commence à savoir c'est quoi l'odeur du sang. Je pense pas que je me suis évanouie, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je dis ici ce que je me rappelle et j'ai jamais eu une discussion avec ces gens-là par rapport à ça. Mais justement, tu disais que ton papa et ta maman n'étaient pas là. Tu les as vus après? Tu as pu en parler avec eux après ou pas? Non, j'ai jamais parlé de l'excision avec ma mère. Jamais. Ni mon père d'ailleurs. Et alors tes tantes qui étaient là, tu les as revues après ou tu ne les as plus vues? Si, je le voyais parce que c'était mes tantes. Elles habitaient pas très loin et les femmes de mes oncles habitaient avec nous. Donc, je continuais à les voir puisque en revenant à la maison, on avait arrangé une chambre où on devait rester toutes les trois. On devait rester ensemble jusqu'au moment qu'on soit guéris. Quelles conséquences ça a eu pour toi dans la relation que tu avais avec les autres femmes de la famille? J'ai pas eu de relation spéciale. Ça continue comme d'habitude. J'étais pas fâchée, mais à chaque fois que je les voyais, c'est comme si elles ont devenu spéciales pour moi. Parce que avec elles, on a fait quelque chose que je n'ai pas fait avec les autres. Comment ça s'est passé alors dans ton corps? Après être revenue à la maison, ce qui était difficile, c'est parce que j'ai eu des infections et que je me grattais beaucoup. Et à chaque fois, la plaie recommençait. Je me rappelais juste que je voulais guérir vite parce qu'on me disait souvent les deux autres sont pratiquement guéris et que toi, tu passes ton temps à toucher à chaque fois. Faut pas mettre les mains là-bas. Alors que ça me démangeait. Maïmouna est mariée très jeune en Guinée.
Fin 2012, elle fuit son pays, laissant derrière elle son fils aîné. Elle demande l'asile en Belgique en janvier 2013, alors qu'elle est enceinte de 3 mois. Elle vit aujourd'hui avec son fils de 12 ans et sa fille de 3 ans. Dans tes relations intimes, est-ce que tu arrives à en parler de ça? Avec le papa de ma fille, c'est avec lui que j'ai commencé à parler de l'excision. Donc ça fait pas longtemps vu que ma fille a 3 ans. Souvent on nous dit que les femmes qui ont subi l'excision n'ont pas souvent le plaisir quand elles font l'amour. Et des fois, si j'ai pas ces envies-là, je lui explique. Mais c'est très difficile de parler de l'excision et les rapports sexuels avec certains hommes de chez nous. Du moment que tu as subi l'excision, on met tout sur l'excision. La plupart des hommes se disent pas dans la tête. Et peut-être c'est un autre problème. Même si des fois c'est eux peut-être qui n'arrivent pas à satisfaire la femme, ils essayent pas non plus de faire l'effort de changer certaines choses. C'est comme dire que moi je fais ce que j'ai à faire, je sais le faire, mais c'est toi qui as un problème. Alors du coup, tu culpabilises plus et même si tu voulais expérimenter autre chose pour voir est-ce que c'est vraiment l'excision ou pas, tu es bloqué dans ta tête et tu doutes. Tu dis oui, c'est sûrement par rapport à l'excision. C'est pour cela que c'est l'excision, les conséquences, c'est pas seulement physique, c'est psychologique aussi. C'est un sujet très sensible, souvent dans la plupart des couples où la femme a subi l'excision. D'être à l'écoute de la femme, que la femme soit à l'écoute de son corps et de pouvoir voir réellement d'où vient le problème. À son arrivée en Belgique, elle ne parle pas de l'excision qu'elle a subie. D'ailleurs, personne ne lui pose la question. Ce n'est qu'en 2018 qu'elle rencontre le GAMS Belgique, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Depuis 1996, cette association accompagne les femmes victimes d'excision et lutte pour protéger les filles encore à risque. Le GAMS va l'aider pour faire reconnaître son traumatisme dans cette démarche de demande d'asile. Quand je suis arrivée au GAMS, j'avais vraiment du mal à parler des clitoris et des parties intimes et de regarder même en photo. Parce que je disais, mes parties intimes, c'est comme un voisin que je ne dois pas forcément faire attention. C'est à moi, mais parce que j'ai grandi en me disant, la femme ne doit pas toucher son sexe, ne doit pas regarder. Donc du coup, quand je suis arrivée au GAMS, c'était le choc, que j'avais cette liberté d'en parler, mais que c'était très difficile. Donc j'ai commencé petit à petit à voir d'autres femmes aussi, comme moi, et on a fait un groupe de jeunes en 2018. Alors là, chacun de nous parlait de ce qu'on sait dans notre langue, de comment on a subi l'excision et qu'est-ce qui s'est passé. Et de là, on a joué une pièce de théâtre. Donc ça, c'est comme si beaucoup d'entre nous ont commencé vraiment à parler de leur partie intime sans autant avoir cette gêne. Mais qu'est-ce qui t'a amené alors au GAMS? Quand j'ai fait la demande d'asile, j'ai pas été acceptée et que je fais 2 demandes qui n'ont pas abouti. J'ai reçu le négatif et j'étais complètement perdue parce que je suis restée 6 ans sans être reconnue. Et là, c'est dans mes démarches pour pouvoir introduire une nouvelle demande que j'ai rencontré une avocate. Comme elle a vu que je viens de la Guinée-Conakry, elle m'a parlé du GAMS. J'avais pas entendu parler du GAMS dans le centre là où j'étais. Elles m'ont aidé à faire toutes ces démarches et pour pouvoir introduire une nouvelle demande et d'avoir une psychologue pour parler de l'excision, de tous les problèmes que j'avais en moi et que j'arrivais pas à trouver de solution par rapport à ça.
On a fait la demande et j'ai été reconnue en 2019. Après avoir participé au groupe jeune du GAMS, Maïmouna souhaite s'engager davantage auprès d'autres femmes. En 2022, elle suit une formation pour devenir relais communautaire et aider les personnes qui font une demande d'asile. Elle accompagne des femmes primo-arrivantes et leur montre par son parcours qu'il est possible de surmonter les traumatismes. Je parle souvent avec des femmes. Elles disent que on ne veut pas le faire, on ne veut plus le faire. Mais si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il y aura des conséquences sur nos enfants, sur nos mariages. Vu que c'est très, très important d'avoir un mari dans notre communauté et qu'elles ont peur de ne pas exciser leurs enfants. C'est comme si maintenant elles sont au courant que c'est pas bien, mais elles le font pour d'autres raisons qui n'est pas les raisons qu'elles avaient avant. C'est très difficile la sensibilisation vers l'excision. C'est officiellement interdit, les excisions? C'est interdit, oui, en Guinée officiellement, mais ça se passe encore. Mais est-ce que tu sais si dans ta famille, ça se passe toujours sur les générations actuelles? J'ai entendu, oui, avec certaines personnes. Mais vu que je parle souvent, je dis je suis dans une association où on milite et que je suis contre ça et que j'ai envie vraiment qu'un jour qu'on dit que les femmes se sont révoltées, qu'elles ne veulent plus faire ça. Il y a certaines qui refusent quand même de me dire si elles vont le faire, si elles ont envie que ça continue ou pas. Mais je sais quand même, et les personnes qui sont beaucoup plus proches que moi l'ont compris et que voilà, pour moi, c'est une petite victoire quand même, que de fait que au moins mes personnes très très proches ne veulent plus le faire. Et maintenant, aujourd'hui, quel regard tu portes sur justement le fait d'exciser les petites filles? C'est dommage que ce soient des femmes qui font ça. Mais c'est parce qu'on minimise souvent l'impact de ce système patriarcal où les hommes amènent les idées et les choses qui les arrangent et que les femmes doivent faire. Si on a pu le faire, on a cette force aussi de faire en sorte que ça s'arrête. Qu'on n'arrête pas ça pour les hommes. Parce qu'on le fait pour eux, mais on n'arrête pas pour eux. On arrête pour nous. Parce que voilà, on a cette force de dire c'est pas quelque chose de bien, c'est pas quelque chose qui amène du positif dans la vie d'une femme, c'est le contraire. Donc elles ont subi ça, de faire en sorte que parce qu'elles savent ce que ça fait, de dire stop, on peut plus continuer. Et qu'est-ce que tu as comme retour justement des femmes que tu rencontres? Souvent, quand j'en parle avec beaucoup de parents, c'est comme mon arrivée en Belgique, elles ne savent pas c'est quoi au juste. Ou bien, les raisons qu'on les a dit, pourquoi, elles trouvent que ces raisons sont valables. Donc, c'est une souffrance méritée, quoi. Donc, je parle avec ces femmes-là et de manière, disons, amicale, pas dans un jugement ou pour dire que c'est mauvais. Je dis pas directement des personnes qui sont fait ça, c'est barbare. Ou bien si toi, tu as envie de faire ça à ta fille, c'est de la barbarie. Déjà, ces mots-là, je les enlève parce que c'est face à quelqu'un qui a été victime de quelque chose dont elle-même, elle ne sait pas. C'est en parlant avec elle et que tu leur expliques réellement c'est quoi, qu'elle se dit, moi, je savais même pas, en fait. C'est vrai que j'ai ça et j'ai ça et j'ai ça dans ma vie intime et tout ça, ou psychologique, mais je savais pas que c'était lié à l'excision. C'est là qu'elle commence à réfléchir et se dire, non, j'ai pas envie de faire subir ça à mon enfant, parce que ça m'a pas été bénéfique de subir l'excision, c'est au contraire. Je leur dis, ne reste pas sans savoir ce qui t'est arrivé. Même si beaucoup de femmes disent, ça fait longtemps, j'étais petite, ce n'est plus important. C'est très important. Parce que l'excision, c'est vrai que tes parties intimes ont guéri extérieurement et tu le vois. Mais toi, essaye de savoir, c'est les conséquences que tu as eues en toi. Je dis ici, le médecin ne va pas raconter à quelqu'un ce que tu lui dis. Donc, si tu veux pas parler avec quelqu'un comme ça dans ta famille ou ton mari ou à des copines, tu peux parler à ton médecin. Lui, peut-être,
tu vas arriver à lui dire certaines choses petit à petit que tu ressens, que lui, il peut peut-être t'apporter des réponses. Quelles sont les conséquences principales que ces femmes te rapportent sur leur santé et sur leur bien-être? Il y a certaines qu'elles commencent à dire « Ah, je suis tombée enceinte. Au moment de l'accouchement, c'était difficile. » Souvent, elles disent « Je ne ressens pas quelque chose quand je fais l'amour. Et je sais, de toute façon, je sais que je veux rien ressentir parce que on m'a excisé pour ça. » Certaines, finalement, finissent par aller voir un médecin et elles se disent, oui, je vais continuer, je vais savoir qu'est-ce qui cause le problème. Et est-ce que certaines, ou est-ce que toi, tu as pensé à une chirurgie réparatrice, par exemple? J'ai une copine qui est en France, elle veut le faire. Elle en discute avec son mari. Elle a eu 4 enfants. Elle dit, j'ai eu l'impression d'avoir fait l'amour pour avoir des enfants, mais pas pour moi. Elle dit, je vais quand même franchir cette étape, aller faire ça pour voir si, après avoir eu des enfants, si je vais pouvoir continuer à faire l'amour avec mon homme sans que ce soit pour lui satisfaire. Donc, elle a envie de le faire et je suis très contente pour elle. Mais moi, j'ai pas voulu le faire parce que j'ai pas trouvé que c'est nécessaire que pour moi je le fasse. Si tu pouvais t'adresser à la petite fille que tu étais au moment de l'excision, est-ce que tu aurais envie de lui dire quelque chose? Non, je ne sais pas si... c'est comme si je me sens triste pour elle. Quand je vois ma fille, je dis en quelque sorte, c'est comme si la vie m'a ramené une petite fille. Parce que je repense souvent à cette petite fille qui partait aux toilettes la nuit quand elle était excisée et que elle voulait se laver les parties intimes parce qu'elle sentait que c'est sale. Je vois ma fille, j'ai envie de dire, c'est comme si elle est revenue. Je veux protéger la petite fille que j'ai été, qui pouvait pas se protéger à travers ma fille. Je suis très contente d'avoir eu une fille. J'aime mes garçons, oui, mais je suis très contente d'avoir eu une fille. C'est pas parce que j'ai subi l'excision que je vais me définir comme une femme excisée et que ma vie ne va pas tourner autour de ça. Ça a fait une force pour moi. En voulant me réduire à cette petite fille qu'elles ont fait ça, je suis devenue une femme qui a envie que ça s'arrête. Que chaque femme, quel que soit ce qu'elle subit, quelle que soit la violence, je veux dire qu'elles ont subi, parce que ce sont des femmes, elles ont cette force de passer au-dessus de ça et de pouvoir dire exactement, c'est parce que je suis une femme, je peux passer au-dessus de ce que on m'a mis pour pouvoir faire autre chose. Et que tout ce que par quoi elle est passée, c'est son bagage. Elle peut utiliser ça pour arriver à des choses positives. Vous êtes concerné par cette problématique ou vous souhaitez en savoir plus? Prenez contact avec le GAMS ou visitez leur site internet gams.be. Retrouvez notre article contre l'excision, le rôle crucial des parents protecteurs sur notre site enmarche.be. Si cet épisode vous a touché, si vous souhaitez soutenir cette parole ou sensibiliser autour de vous, n'hésitez pas à liker ou partager ce podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne En Marche Podcast. À bientôt et bel été!